Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de voir une entité tumorale au niveau de l'urothélium qu'on appelle le carcinome urothélial in situ. Alors avant de commencer à voir les lames, j'aimerais préciser certaines notions, certaines informations importantes. La première, c'est que le diagnostic du carcinome urothélial in situ, il est basé sur les atypies cytologiques. Et donc, on ne doit pas chercher un état hyperplasique de l'épithélium avant de penser à ce carcinome urothélial in situ. Parce qu'en réalité, on aura à poser ce diagnostic non pas seulement sur des épithéliums dont l'épaisseur est élevée, mais il y a également des cas de carcinome urothélial sur une épaisseur tout à fait normale ou bien même réduite. Et il y a, comme on va le voir dans la vidéo, des cas de carcinome urothélial in situ avec une perte totale des cellules épithéliales tumorales. La deuxième notion que j'aimerais mentionner également, c'est que le carcinome urothélial in situ est considéré comme une lésion plane et donc ça ne fait pas partie des lésions urothéliales papillaires. Donc on va voir quels sont les différents aspects cytologiques qui vont permettre ce diagnostic. Et on va le faire sur une série de 3 lames virtuelles et on commencera tout d'abord par celle-là. Alors dans ce cas, il s'agissait d'un cas de cystectomie, ça veut dire une ablation de la vessie. Et puis quand on a vu la vessie à l'étape macroscopique, on a fait un prélèvement au niveau de sa paroi. Je vais essayer de vous aider à orienter ce prélèvement. Du côté supérieur, on a la lumière de notre vessie, et puis tout ça, c'est la paroi de la vessie, et puis la graisse qu'on est en train d'observer à ce niveau, ça représente l'adventice de la vessie. Donc les différentes couches, on pourra les voir nettement ici, avec la présence de notre épithélium qui montre déjà à ce grossissement une teinte qui est foncée. Puis on a notre chorion qui paraît assez œdémateux, avec des vaisseaux qui sont congestifs, avec par endroits la présence de plusieurs nodules lymphoïdes. Et puis on a cette troisième couche qui représente notre muscle de la vessie, qui est le détruseur. Tout ce qu'on voit ici, tout ce qui est de teinte rose et eosinophile, ça représente le muscle lisse qui est organisé en de nombreux faisceaux et qui représente notre détruseur. Et puis j'aimerais mentionner ici la possibilité normale de la présence de graisse au niveau de la couche musculaire, exactement comme ce qu'on est en train de voir à ce niveau, ou bien là aussi, on est toujours au niveau de la couche musculaire, mais on voit très bien la présence de plusieurs lobules adipeux à ce niveau. Alors c'est tout à fait normal, sauf qu'il faudra faire attention à cette remarque, notamment dans les spécimens de résection transurétrale de la vessie. Parce que quand on va faire la résection, quand on veut atteindre la couche musculaire et qu'on emporte avec ça du tissu graisseux, toujours on se pose la question, est-ce qu'on a atteint la graisse périvasicale ou bien la graisse de l'adventice? Il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas, puisque on a normalement la présence de graisse au niveau de la couche musculaire de la vessie. Un autre élément que j'aimerais mentionner, et si vous vous rappelez au niveau de la vidéo sur l'histologie de la vessie, on a vu qu'il y avait une cinquième couche qui n'était pas constante et qui était la musculaire muqueuse. Ici, dans ce spécimen, on a cette musculaire muqueuse. Parce que regardez, ici on a le début de la musculaire propre, si on va dire, de la vessie, qui est le détruseur et qui se continue vers le bas, mais on a une autre couche musculaire qui est représentée par des faisceaux qui sont souvent discontinus. On voit un joli faisceau à ce niveau et on voit une partie à ce niveau. Si on se balade un peu, on va trouver comme ça des faisceaux qui sont éparpillés et qui sont situés au niveau de notre chorion. C'est la musculaire muqueuse. Voilà, donc on va voir maintenant ce qui va nous intéresser, qui est l'épithélium. Alors, on va choisir une région pour commencer, une région qui rappelle un peu notre urothélium normal, et on pourra se diriger vers ce côté en cherchant les zones qui sont un peu de teinte claire. Une zone qui est caractérisée par une certaine richesse en cytoplasme et dont les noyaux gardent encore une taille qui est réduite. Je vous montre cette région à ce niveau et à ce niveau. On voit très bien que c'est un épithélium qui présente différents types de cellules et qui est focalement infiltré par certaines cellules inflammatoires, essentiellement des lymphocytes, comme par exemple à ce niveau ou bien à ce niveau. Et puis au niveau de cet épithélium, on voit un certain respect de la polarité. On voit très bien qu'il y a certaines cellules intermédiaires qui gardent toujours cette polarité de ces noyaux. On peut le savoir en vérifiant que les noyaux sont de forme ovalaire et puis la direction de leur grand axe, elle est perpendiculaire à la direction de la lame basale.
Donc la lame basale est dirigée de cette façon et les noyaux ils sont ovalaires et dirigés de cette façon-là. En même temps, on pourra chercher et tomber sur des incisures. Comme on a dit sur la partie de l'histologie, les incisures étaient fréquemment observées au niveau des cellules intermédiaires de l'urothélium normal. Et puis qui dit pouvoir voir ces incisures voudrait dire aussi que la chromatine elle est tellement claire et donc va permettre de voir des incisures. On va voir maintenant ce qui va se passer lorsqu'on va regarder l'épithélium anormal. On va essayer de bouger vers la gauche et là on voit nettement l'apparition de cellules qui sont franchement atypiques. Quels sont ces atypies qu'on est en train d'observer? Les atypies portent essentiellement sur les noyaux. On voit très bien une augmentation franche de la taille des noyaux, ce qu'on appelle une nucléomégalie. Regardez la taille énorme de ces noyaux par rapport aux cellules qu'on a du côté droit. Cette nucléomégalie représente l'un des éléments les plus constants qu'on a observé en cas de carcinome urothélial in situ. Donc on voit également, en plus de ça, une perte de la polarité parce qu'on a l'impression que toutes les cellules qui forment l'épithélium de ce côté, ils sont totalement désorganisées. Regardez toujours, et avec une différence de forme également, donc on a des noyaux comme vous voyez ici qui sont arrondis, ça veut dire sphériques, il y a d'autres qui montrent des angulations, et on voit très bien une grande variété de formes entre ces noyaux. Alors la chromatine elle-même, elle est anormale, parce que rappelez-vous, les noyaux des cellules de l'urothélium, elles avaient une chromatine qui était assez claire, une chromatine qui était assez fine, permettant de montrer même les incisures. Alors ici, on a une chromatine qui est assez dense. On pourra observer également d'autres anomalies au niveau de ces noyaux. Je passe rapidement vers une autre région, là où j'avais repéré un noyau qui était assez volumineux et qui permettait sa visualisation même au faible grossissement comme à ce niveau. Si on va descendre ou bien passer à un plus fort grossissement, on voit très bien que c'est un noyau qui est monstrueux. En plus de ça, on note également des anomalies de la chromatine. À l'intérieur du noyau, on note que la chromatine, elle est un peu granuleuse. Et ceci est appelé un caractère moté de la chromatine. Donc on peut avoir soit un aspect dense, foncé, hyperchromatique de façon homogène, ou bien un aspect qui est moté comme au niveau de ce noyau. Les noyaux peuvent également, dans le cadre de carcinome urothélienne in situ, montrer des nucléoles qui sont de taille élevée. Par exemple, pour ce noyau, on voit un gros nucléole, mais pas ça seulement, on voit également l'apparition de deux autres petits nucléoles. Ça veut dire qu'on peut avoir un ou plusieurs nucléoles au niveau d'un même noyau. Juste à côté, on a une autre cellule qui montre un nucléole de grande taille, un macronucléole, là aussi la même chose. Et puis, on peut avoir également des vésiculations. Comme vous voyez ici, on a une condensation de la chromatine en périphérie, ça veut dire au contact de la membrane nucléaire. Et au centre, on a une vésiculation, ça veut dire une clarification de cette chromatine, ce qui va laisser apprécier un nucléole de grande taille et qui est de forme irrégulière. Les mitoses également, si on va commencer à le chercher, on va tomber sur plusieurs figures de mitose, à ce niveau par exemple, à ce niveau ou bien à ce niveau, et souvent on aura à observer également des formes qui sont dites atypiques de ces mitoses. Alors si vous avez noté, c'est un aspect qui est dit pléomorphe, et ça représente le pattern ou bien l'architecture la plus observée dans le cas de carcinome urothélial. On parle de pléomorphisme lorsqu'on a une variation importante de forme et de taille entre les noyaux. Et puis, j'aimerais vous montrer l'idée qu'on avait discutée au tout début. Je vais revenir à la première région, lorsqu'on avait observé la partie de l'urothélium qui rappelait un peu un aspect normal. Regardez et notez très bien que l'épaisseur de l'épithélium malade, ça veut dire atteint de carcinome in situ, avait une épaisseur qui est réduite par rapport à l'épithélium qui était réactionnel. Et donc il ne faut pas se baser toujours sur une hyperplasie, sur une augmentation de l'épaisseur de l'épithélium pour dire ah ok dans ce cas je vais suspecter un carcinome in situ. Voilà. Et bien sûr, quand on a un foyer de carcinome in situ au niveau de la vessie, il faudra toujours faire des recoupes, examiner les prélèvements à plusieurs niveaux de coupe afin de vérifier la présence ou bien l'absence de foyer d'infiltration. Alors le cas qui va suivre, c'est également un cas de carcinome urothélial in situ et qu'on va observer sur un spécimen de cystectomie. On a pris la vessie, comme on avait expliqué pour le premier cas, donc on avait pris un prélèvement au niveau de la paroi et j'essaie de vous orienter maintenant parce qu'à ce niveau on a notre lumière, on a l'épithélium qui est à ce niveau et puis on a toute la paroi de la vessie avec la graisse de l'adventice. Là aussi on note très bien la présence de plusieurs lobules adipeux à ce niveau qui sont présents entre les faisceaux du muscle vésical,
tout ce qu'on voit ici en éosinophile, toutes les structures fasciculaires organisées en faisceaux, c'est des faisceaux musculaires lisses. Et puis de ce côté, on a notre chorion avec l'épithélium au niveau de ce côté. On note dans cet exemple également un certain degré de congestion vasculaire, des vaisseaux qui sont congestifs, dilatés, avec présence de plusieurs nodules lymphoïdes. Alors à la différence du premier cas, on a un phénomène ici qui prédomine, ce qu'on appelle la dénudation de notre muqueuse. Alors on note très bien la présence de foyers ou bien de régions là où l'épithélium garde une teinte qui est assez claire et qui représente un épithélium qui est réactionnel, ça veut dire sans atteinte par les lésions de carcinome in situ. D'autres régions qui montrent un épithélium d'épaisseur réduite mais de teinte très foncée, c'est les régions qui sont atteintes du carcinome urothélial, mais il y a également des zones qui sont totalement dénudées, qui ne comportent pas d'épithélium. Et ça, c'est le deuxième pattern, ou bien la deuxième architecture du carcinome urothélial in situ qu'on va voir. Voilà, j'aimerais vous montrer un peu de plus près l'épithélium qu'on a observé à ce niveau. On voit très bien que c'est un épithélium qui est discrètement hyperplasique, mais avec un respect de la polarité des cellules qui le composent. On voit très bien la présence de nombreuses cellules intermédiaires, mais dont les noyaux ils sont de forme ovalaire et ils gardent toujours cette polarité, cette disposition particulière, parce que quand je repère un noyau qui est ovalaire à ce niveau, je vois très bien que son grand axe est dirigé exactement de façon perpendiculaire à la membrane basale. Donc ici, on a un segment là où la polarité est respectée. Alors je passe juste à côté, à gauche, et je vois très bien que j'ai le chorion, un tissu conjonctif, avec des vaisseaux qui sont congestifs et absence de l'épithélium de revêtement. Alors là, dans des cas pareils, je dois commencer à avoir des doutes et à penser au carcinome urothélial. C'est vrai qu'il y a des entités non tumorales qui peuvent présenter le même aspect, notamment une entité qu'on appelle la cystite interstitielle, caractérisée par une dénudation assez étendue de l'épithélium, avec une congestion vasculaire importante au niveau du chorion, avec fréquemment des foyers de suffusion hémorragique, mais la cystite interstitielle, ça reste un diagnostic d'élimination. Et on devra penser en premier à un carcinome urothélial in situ. Alors passons maintenant aux zones là où on a observé des régions là où l'épithélium était assez foncé et qui était d'épaisseur réduite. Par exemple au niveau de cette région, et là en passant au fort grossissement, je vais voir les atypies qui sont assez marquées, la perte totale de la polarisation, ça veut dire de la polarité de mes cellules. Je ne vois plus cette disposition des noyaux ovales de la couche intermédiaire. Il ne garde plus cet angle perpendiculaire par rapport à la membrane basale. On a une désorganisation totale de l'épithélium avec un hyperchromatisme qui est présent, avec une certaine variation de la taille et de la forme des noyaux. On voit des noyaux de grande taille par exemple à ce niveau, d'autres qui sont de petite taille mais toujours hyperchromatiques. Là aussi on voit une cellule qui est dotée d'un noyau de contour irrégulier avec une chromatine qui est assez dense et assez foncée. Quand on passe à d'autres régions, voilà, c'est là où je vois de nouveau la disparition de mon épithélium. Alors dans le cas où ce phénomène de perte des cellules tumorales est assez étendu, on parle d'une architecture particulière qu'on appelle le clinging pattern en anglais. Et ceci est expliqué par une perte de cohésion des cellules, alors qui est d'ailleurs présente dans tous les cas de carcinome urothélial in situ, parce que rappelez-vous au niveau du premier exemple, comme on l'a vu, on avait gardé une grande partie des cellules tumorales qui formaient notre carcinome urothélial in situ, mais on avait quand même des régions là où on avait perdu les cellules épithéliales. Et donc cette non-cohésivité, cette perte de cohésivité entre les cellules du carcinome urothélial, c'était un phénomène qu'on va trouver dans tous les exemples de carcinome urothélial, mais il pourrait être plus marqué, et dans ce cas, on va l'appeler architecture clinging ou bien clinging pattern, qui est associée à une dénudation qui est étendue de l'épithélium et de la muqueuse en général. Voilà, donc on voit très bien la présence de temps en temps de cellules qui sont franchement atypiques, des noyaux augmentés de taille, un hyperchromatisme, et puis des régions qui sont totalement dénudées. Alors les cellules tumorales, quand elles vont être dyscohésives et quand elles vont être perdues, elles vont être éliminées au niveau des urines. Et ici, j'aimerais insister sur l'intérêt de l'examen cytologique des urines, parce que c'est à ce niveau qu'on va trouver les cellules franchement atypiques qu'on avait perdues à partir de notre épithélium.
Voilà, donc c'est la fin pour les liens virtuels, j'espère que ça a été utile, et j'aimerais récapituler rapidement ce qu'on a vu. Donc pour la présentation, je vous mets bien évidemment les différents liens pour les liens virtuels en description. Et puis c'est une lésion urothéliale qui est plane, comme on l'a dit. Les cellules sont cytologiquement malignes, et la cytologie, c'est essentiellement elle qui va nous permettre de poser ce diagnostic. On peut avoir une atteinte soit partielle ou bien totale de la hauteur de l'épithélium. Et puis il y a deux grands facteurs qui vont intervenir dans la genèse de ce carcinome in situ, des facteurs environnementaux, notamment le tabac, l'abus d'utilisation des analgésiques ainsi que l'arilamine, et des facteurs génétiques, notamment l'amplification et la mutation du PCCAN3, qui est considéré comme le gardien du génome, avec les aneuploïdies qui sont fréquentes. Et ces aneuploïdies, on pourra les voir sur morphologie sous forme de pléomorphisme. C'est souvent quand on a une grande variation de la taille et de forme des noyaux, ou bien également quand on a des mitoses qui sont de forme atypique, c'est dans ces deux situations sur le plan morphologique qu'on devra évoquer la présence d'aneuploïdie. Ça veut dire des gains ou des pertes de chromosomes entiers. Concernant l'épidémio, il y a souvent une association et la présence sur un même spécimen de carcinome in situ avec un carcinome urothélial papillaire de haut grade et aussi des carcinomes urothéliaux invasifs. D'où l'intérêt de rechercher cette invasion à chaque fois qu'on repère un foyer de carcinome in situ. Ça touche essentiellement les hommes, avec un pic d'incidence entre 60 et 70 ans. Souvent, c'est asymptomatique, mais on pourra observer des signes d'irritation vésicale. L'hématurie, quand elle est présente, elle est souvent microscopique et non pas macroscopique. Concernant la cystoscopie, on va trouver que les foyers qui sont sièges de carcinome in situ sont d'aspect soit normal, ou bien peuvent présenter un érythème, un œdème ou bien des érosions. Et il faudra chercher également la multifocalité parce qu'elle est fréquente. Au niveau du même vessie, on aura trouvé plusieurs foyers de carcinome in situ, que ce soit au niveau de la vessie elle-même ou aussi ça pourra intéresser le haut appareil urinaire. Parce que rappelez-vous, l'urothélium, il n'est pas présent uniquement au niveau de la vessie, mais également au niveau des uretères et aussi les cavités pyélo-calicielles du rein. Microscopiquement, il faudra chercher toujours les atypies qui sont de haut grade, qui intéressent soit la totalité ou bien une partie de la hauteur de l'épithélium. La nucléomégalie marquée, c'est l'élément le plus constant. Des anomalies de la chromatine peuvent être également observées, comme ce qu'on a vu, un hyperchromatisme, ça veut dire une chromatine qui est dense de façon homogène, ou bien d'aspect moté, ça veut dire avec un aspect un peu granulaire, une perte de polarité, on aura par conséquent à ça un chevauchement. L'anaplasie nucléaire, surtout dans la variante ou bien quand on parle d'un carcinome in situ d'architecture pléomorphe, c'est là où on aura cette anaplasie, comme on a vu par exemple pour le premier cas. Les nucléos sont proéminents, avec des nucléoles qui peuvent être multiples, et un pléomorphisme qui intéresse également les nucléoles. Les mitoses sont fréquentes avec parfois des formes atypiques. On aura une perte de la cohésion cellulaire qui peut être parfois marquée, et l'idée qu'on rappelait au cours de toute la vidéo, c'est qu'il ne faudra pas chercher des foyers hyperplasiques pour penser au carcinome in situ, parce qu'on a des cas où on a une dénudation, ça veut dire une perte totale de l'épithélium, on a des cas de carcinome urothélial in situ sur une épaisseur normale, et bien sûr des cas sur une hyperplasie. Plusieurs patterns sont décrits. On a le pléomorphe, comme ce qu'on a vu pour le premier cas. On a le cas qui est non pléomorphe, avec les cellules qui sont assez monomorphes, mais il faudra penser au signe le plus constant, qui est la nucléomégalie, qu'on va nécessairement trouver. Il y a également le carcinome in situ à petites cellules qui montrent peu ou pas de cytoplasme. Il y a aussi le type pagétoïde avec des cellules tumorales mais qui vont migrer de façon individuelle et s'insinuer entre les cellules de l'urothélium normal. Il y a aussi ce qu'on a vu sur la deuxième lame qui était le clinging pattern, c'était la dénudation étendue avec persistance de rares cellules atypiques. Et ici, j'aimerais insister sur le rôle de la cytologie. C'est au niveau des urines qu'on va trouver les cellules tumorales. Il y a aussi ce qu'on appelle le pattern qui prend le nom d'endermining. Ça veut dire quand on a des cellules tumorales du carcinome in situ qui vont pousser au-dessous de l'épithélium normal. L'inverse, ça veut dire le fait de trouver des cellules tumorales au-dessus de l'épithélium normal, c'est possible, mais c'est beaucoup plus rare. Donc comme ça, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.